Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la visite du roi des Belges Philippe en RDC. Une visite de 6 jours qui dure donc jusqu'à dimanche et déjà qualifiée d'historique en raison notamment de son discours à Kinshasa dans lequel il a renouvelé ses profonds regrets pour l'exploitation, le racisme et les violences infligées lors de la colonisation. Le roi Philippe n'a pas néanmoins présenté d'excuses officielles. Il est accompagné de la reine Mathilde et du Premier ministre Alexander De Croo. Après Kinshasa, il se rendra demain à Lubumbashi, dans le Katanga, et à Bukavu, dans le Kivu. Le roi Philippe a été accueilli plutôt chaleureusement par le président Félix Tshisekedi et par la population de la capitale. Alors que penser de son discours à Kinshasa? Va-t-il s'ouvrir sur une réconciliation entre les deux pays? Que cela concerne la Belgique, la France ou encore l'Allemagne, comment tirer les leçons du passé pour construire l'avenir? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Catherine Cockry-Vidrovitch. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Afrique, professeure émérite à l'université Paris Diderot, auteur de plusieurs ouvrages et vous avez notamment supervisé la série documentaire Les routes de l'esclavage. C'était pour Arte. Bonsoir à vous et bienvenue. Alfred Toumba Shango Lokoo, bonsoir. Bonsoir. Professeur à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, bienvenue à vous également. Nous avons en direct de Kinshasa avec nous Bob Kabamba, bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'université de Liège, directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bienvenue à vous également. Et puis nous avons en direct de Gand en Belgique Chris Bervoet, bonsoir, chercheur belge spécialiste de l'Afrique centrale. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous pouvez tous, bien sûr, réagir sur, pendant tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag débat France 24. On va d'abord faire une sorte de point sur ce qu'est la RDC. La RDC, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est 4 fois grand comme la France, donc un très grand pays. Et c'est aussi le pays francophone le plus peuplé d'Afrique. Il faut savoir tout de même cette géographie parce que c'est immense, effectivement, la RDC. Le roi des Belges, Philippe, en est à son 3e jour de visite donc en RDC. Vous voyez maintenant cette carte. Je vous propose justement, avant de commencer le débat, d'écouter un extrait de son discours, un extrait du discours du roi des Belges. C'était hier à Kinshasa. On l'écoute. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Bob Kabamba, vous êtes avec nous donc à Kinshasa. Je voudrais d'abord vous faire intervenir. Il avait déjà exprimé ses regrets, le roi Philippe, il y a 2 ans. Ce discours est-il néanmoins historique et comment a-t-il été accueilli à Kinshasa ? Donc on peut voir au fait ce discours comme la continuité justement de la lettre qu'il avait adressée au président Félix Tshisekedi il y a 2 ans. Néanmoins, ce qu'on peut souligner, c'est que lors de ce discours, il est allé quand même un peu plus loin que c'est le contenu de la lettre, notamment en évoquant quand même des mots assez forts de racisme, de régime discriminatoire et qui a eu comme conséquence exploitation et humiliation des Congolais. Par ailleurs aussi, il faut noter qu'en regardant encore une fois les images et le ton de sa voix, on sent bien qu'il a dit vraiment que ça venait du fond de son cœur et que c'était avec une grande franchise. Et donc la nouveauté ici, c'est le fait de s'exprimer devant le peuple congolais qui était représenté au niveau donc, de la Chambre. C'est là que réside cette nouveauté. C'est une première, c'est historique parce que c'est une première, et surtout lorsque ça concerne un passé aussi douloureux que l'époque de l'État indépendant du Congo et aussi pendant la période coloniale à partir de 1908. Et comment a-t-il été accueilli à Kinshasa? On a vu tout de même une foule assez bienveillante en tout cas. Oui, la foule a été bienveillante. Vous devez savoir que pour l'instant, la plupart des gens à Kinshasa et au Congo en particulier attendent beaucoup de la Belgique. Pendant tout un temps, ils ont eu l'impression que la Belgique avait abandonné le Congo. Et donc, il y a cette attente et qui s'est manifestée de manière très claire avec l'arrivée du roi. Et cette attente veut dire aussi,
on en attend beaucoup et que la déception ne pourra pas être de mise du fait que la Belgique s'est aussi engagée à pouvoir essayer, dans la mesure du possible, à répondre aux attentes de la population, notamment les questions de la sécurité à l'Est, les conditions sociales difficiles que vivent les Congolais actuellement. Chris Bervoet, vu de Belgique, justement, est-ce qu'on peut dire que ce roi tranche avec son père et son grand-père? Est-ce que finalement ses regrets sont liés aussi à sa personnalité? Est-ce qu'il veut, lui, tourner la page? Bon, ça c'est clair, on a constaté ça il y a 2 ans, quand de façon un peu inattendue, il a déjà exprimé ses regrets. Dans une lettre personnelle, hein. On a applaudi ça à ce moment-là, et la différence avec ses prédécesseurs, son père, son oncle, bon, c'est très clair. Mais beaucoup de gens, y compris moi-même, avait quand même espéré que le roi irait un peu plus loin. Hein. C'est important qu'il est venu dire sur place à Kinshasa, c'est extrêmement significatif pour tout le monde, mais beaucoup de gens avaient quand même espéré qu'il présenterait officiellement des excuses, hein, de regrets sans excuses. Bon, je ne suis pas sûr ce que ça pourrait signifier, en fait. Donc, je ne peux pas cacher une certaine déception. Le roi a abordé certains thèmes, mais il est resté très, très prudent, je crois. Et le professeur Caban m'a dit qu'il a utilisé certains termes qu'il n'avait pas encore utilisés avant. Il aurait pu aller un peu plus loin. Hein. Il y a des crimes contre l'humanité vraiment qui ont été commis. Il aurait pu être plus explicite sur le rôle de son pays et ne pas oublier le rôle de la dynastie dont il fait partie aussi. Les regrets, ce n'est pas assez, hein, vous dites. Alfred Touba Changoloko, vous pouvez peut-être réagir. Comment vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Chris Bervoet, ou pour vous, ce discours est un tournant? Alors, c'est un tournant sans l'être vraiment. Il fallait qu'il aille plus loin. Exactement. Moi, je suis un peu désappointé parce que je m'attendais effectivement à ce que le roi aille un peu plus loin. Après 2 années d'empêchement pour aller à Kinshasa, on espérait effectivement qu'il irait un peu plus loin, d'autant que les esprits... C'est-à-dire qu'il présente des excuses, c'est voilà, ça que vous souhaitiez? exactement, c'est le mot qui a manqué. Encore que ça n'est pas rédhibitoire qu'il n'ait pas utilisé le mot. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce qui apparaît aujourd'hui comme une nouveauté, déjà en 1909, au moment où Albert Ier, il est encore prince de Belgique, fait son premier voyage dans la colonie, par Kabwe, il avait décidé de sortir du protocole et de marcher, de rencontrer la population. Il avait déjà pointé ce fait justement des crimes contre l'humanité, des violences de Léopold II, et à son retour en Belgique, ça s'était resté dans sa tête. Et au fond, au moment où il devient roi des Belges, il effectue 2 voyages au Congo, et 1928 et puis 1932, et où il revient profondément encore là-dessus pour dire il y a la responsabilité évidemment de la monarchie belge, en tout cas de son arrière-grand-père, Léopold II, voilà, et qu'il revenait à la Belgique justement de pouvoir prendre sa part de responsabilité dans les changements, la transformation au Congo. Donc aujourd'hui, je pense effectivement que Philippe s'inscrit dans cette lignée-là, contrairement à ce que son père avait raté en 1960 au moment de l'indépendance. Donc un progrès, mais peut-être pas suffisant. Vous êtes d'accord, Catherine Cockry-Wittrowicz? Vous seriez effectivement favorable également à ce qu'il présente des excuses? Oui et non, dans la mesure où il s'agit d'une responsabilité de l'État, par conséquent du roi des Belges et de l'ensemble de la Belgique sur ce qui s'est passé, qui est effectivement extraordinairement, d'une part, étudié, connu et totalement scandaleux. Je me demande si les excuses veulent dire quelque chose. Il n'y a pas à s'excuser, c'est inexcusable.
C'est un peu ma position. On ne s'excuse pas de quelque chose d'inexcusable. On se reconnaît comme responsable en tant qu'État et chef d'État. Et je ne sais pas s'il a C'est le cas avec ses regrets ou pas? Des regrets, ce n'est pas une reconnaissance de responsabilité. Donc je pense qu'il aurait dû aller un peu plus loin sur des faits qui sont archi connus maintenant, très étudiés. Il y a au moins 3 ouvrages, dont 2 grands publics, qui décrivent dans le détail tout ce qui s'est... pas mal de choses qui sont passées, qui ont été absolument épouvantables, avec des mutilations, avec des morts, etc. etc. Donc, regret, c'est... évidemment, il regrette, mais enfin, c'est un petit peu faible. Même il a ajouté, il a mis toute une série d'adjectifs pour dire que c'était tout à fait... Il a parlé des souffrances, des humiliations. Des excuses, moi, ça ne me paraît pas le mot juste non plus, parce que comme je vous disais, c'est inexcusable. Donc il n'est pas clair, c'est-à-dire que vous pensez qu'il aurait fallu qu'il dise, voilà, l'État belge est responsable des crimes qui ont été commis pendant la colonisation. Je pense que ça aurait été plus fort. Bob Kabamba, pardon, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, il faut bien se rendre compte, quand on parle effectivement par rapport à cette période-là, il y a 2 périodes qu'il faut prendre en considération. Il y a la période de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire plus ou moins à partir du moment où Stanley, entre guillemets, découvre le Congo et jusque 1908. Et là, nous avons l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo qui a comme chef d'État l'ancêtre du roi actuel, Philippe. Et donc, il y a cette période-là, ces exactions-là, que la Belgique ne veut pas assumer cette période-là en disant c'est une gestion personnelle, comme on a dit, de Léopold II. Dans ce cas-là, sur cette question-là, sur cette période-là, je pense que le roi Philippe peut, de manière claire, demander pardon ou des excuses par rapport à cette période-là, puisqu'il s'agit d'une responsabilité liée à la dynastie, à la famille royale. Et d'autre part, il y a la partie de 1908 jusqu'à 1960, où c'est de la responsabilité du gouvernement belge. Et donc, en faisant ces deux pas, je pense que le roi Philippe aurait dû aussi parler de cette période-là, où c'est une responsabilité de la dignité, de la dynastie de la famille royale de Belgique. Donc pas suffisamment clair. Chris Bervoet, vous pouvez réagir justement à ce qui vient d'être dit. J'ai vu tout de même qu'en Belgique, il y a une commission parlementaire spéciale qui a été mise en place avec la rédaction d'un rapport, avec un inventaire notamment des exactions et des spoliations qui ont été commises pendant la période coloniale. Une commission qui explore aussi des mécanismes de réparation. Donc un peu, il y a 2 aspects. Il y a à la fois le côté inventaire et le côté réparation. Et puis il y a aussi la question de la restitution d'objets artistiques à la RDC. Donc ça fait beaucoup. Ou pas? Oui. Donc oui, tout à fait. Donc on est en train d'attendre les résultats et les avancées de la commission parlementaire. Et donc voilà, on attend le résultat. Je ferai attention à ne pas réduire les effets de la colonisation aux crimes contre l'humanité. Hein. On doit quand même bien comprendre de quoi on parle. Hein. La colonisation, ça veut dire qu'il y a des sociétés qui ont été coupés de leur propre histoire, hein, ou des processus de construction de nations, d'une société ont été arrêtés pour intégrer ces communautés dans un rôle soumis dans l'histoire de quelqu'un d'autre, hein, du colonisateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, dans ce cas-là, en tant que la Belgique, on n'aurait jamais pu arriver à un tel niveau de prospérité sans la colonisation. Et on voit que les conséquences de la colonisation sont aussi au niveau des États faibles qu'on voit dans les ex-colonies. Et malheureusement, le Congo est parmi les exemples les plus dramatiques. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte si on parle de l'impact, de l'effet de la colonisation. Oui.
Je vais vous interrompre pour faire réagir Alfred Toumba, Shango, Loko, qu'on puisse avancer un petit peu. On a vu d'ailleurs ces images. Hein. On a l'impression que le fantôme de Patrice Lumumba plane sur cette visite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a été assassiné le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga avec la complicité présumée de la CIA, du M16 britannique et de la Belgique. Et puis il y est question justement de restituer ces restes. Ça fait partie effectivement d'un vrai sujet pendant cette visite. Alors, jusqu'à présent, on n'en a pas parlé, mais effectivement, l'ombre de Lumumba est toujours là. J'espère que le roi, en se rendant à Lubumbashi, au Katanga, pourra en dire un mot. En tout cas... Parce que ça s'est passé au Katanga à l'époque. Exactement. Et donc là, le président Tshisekedi est passé rapidement là-dessus, hein, en évoquant Lumumba. Et la vivacité encore de la mémoire de Lumumba. Elle est encore très vive au Congo ? Absolument, elle est très vive. Hein, et tout le monde attend justement le retour, entre guillemets, de cette relique, hein, de la dent de Lumumba. Mais moi, je dirais, au fond, Lumumba, pour la RD Congo, ce n'est pas vraiment le vrai problème, puisque Lumumba dépasse le Congo. Il n'appartient ni à sa famille, ni au Congo. Il appartient à l'Afrique, il appartient au monde. Partout à travers le monde, on lui a rendu des hommages. Il y a même l'université Lumumba à Moscou, à Lomonosov. Et donc, c'est un problème qui sera vite réglé au niveau national. Et des dispositions sont prises dans ce sens-là. Parce qu'il y a un rapport quand même d'une commission d'enquête qui dit qui a conclu à la responsabilité morale de la Belgique dans l'assassinat. Absolument. Et d'ailleurs, le gouvernement belge, je ne sais plus si c'est de Guy Verhofstadt, avait reconnu, après l'enquête parlementaire sénatoriale qui avait été menée à l'époque, reconnu la responsabilité de la Belgique qui avait présenté des excuses pour ce qui concerne l'assassinat de Lumumba. Et que aujourd'hui c'est encore en cours parce que probablement il y aura un procès en Belgique. Mais en RD Congo, ce qui les intéresse, mais c'est l'après Lumumba, qu'est-ce qui va se passer justement après cette visite du roi et de la reine par rapport à la question sociale, à la question culturelle, à la question politique, économique, etc. de RD Congo. Quelles seraient les retombées justement de cette visite pour réparer un certain nombre de situations qui sont liées doublement à la période de Léopold II et à la période coloniale à proprement parler. Donc là, vous parlez de réparation financière. Probablement. Catherine Cockry-Vidrovitch, est-ce que des réparations financières sont prévues ? On sait qu'il y a aussi des réparations peut-être à l'égard de femmes métisses, hein, puisqu'il y a eu donc un procès qui a été entrepris par un certain nombre de femmes métisses. On sait aussi que l'Allemagne, par exemple, a reconnu avoir commis un génocide pendant l'ère coloniale et elle a versé plus d'1 milliard d'euros à la Namibie. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour la Belgique ? La reconnaissance des méfaits du régime de Léopold et de toutes les suites qui en ont résulté implique effectivement des reconnaissances plus concrètes que simplement reconnaître que c'était honteux. Que simplement des mots. Mais je pense qu'il y aurait deux choses à faire. Malgré tout, on a parlé de Lumumba, mais on n'évoque plus ce qui a été absolument admirable à l'époque. C'est le discours de Lumumba, qui a provoqué d'ailleurs sa mort, parce qu'il a trop irrité à la fois les Belges et les Américains. Et tout ceci est connu. Je suis un petit peu dubitatif sur la... Pas dubitatif, parce qu'on trouve toujours des archives nouvelles quand on cherche, mais sur... les nouveautés que pourrait apporter une autre enquête parlementaire, alors que tant de travaux très approfondis ont déjà été dits sur la question. Donc il faut passer à quoi, là, aujourd'hui ? On la connaît, ces questions. C'est un petit peu dire, bon, on va refaire ce qui a été fait, on va reprendre les dossiers, on va vérifier si on trouve quelques archives supplémentaires, ce qui est possible et probable, parce que l'ouverture des archives sur la question a été extrêmement réticente pendant très longtemps par le gouvernement belge. Et maintenant, elles sont ouvertes, ces archives ? Mais maintenant, passons à autre chose. Restituons ce discours, qui est le discours de Lumumba de l'époque, qui est d'une modernité extraordinaire. Aujourd'hui, il serait prononcé, tout le monde serait d'accord.
Évidemment, il était irrecevable en 1960. Qu'est-ce qu'il dit, ce discours? C'est ce qui a provoqué sa mort, en réalité. Quels sont les mots qu'il utilise? Vous savez, il existe sur Internet, il y a un disque qui est sorti, c'est pas difficile de le trouver, et il fait le procès de la colonisation, le procès en particulier du régime de Léopold, dans des termes très précis et très exacts, comme on le ferait aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire dans Lumumba. Il avait déjà compris à l'époque. Il dénonce dans ce discours-là non seulement la honte, les humiliations, l'apartheid pratiquement, hein, qui était appliqué aux Congolais, et toutes ces offenses justement qui ont fait que, au moment de l'indépendance, et comme il l'a dit, les Congolais ont arraché l'indépendance, ça n'a pas été un don de la Belgique justement, parce qu'il y a eu une lutte haute, et il y a eu des morts, il y a eu des victimes, et par conséquent, il fallait rétablir justement cette mémoire-là des Congolais, de leur lutte acharnée contre la colonisation belge. Bob Kabamba, il faut le ressortir, ce discours de Lumumba? Oui, il faut le ressortir et vous allez vous rendre compte que le discours de Lumumba, on a l'impression que le roi a puisé toute une série quand même de termes qu'il y avait dans ce discours qui ont été prononcés par le roi. Il y a eu un certain parallèle puisque Lumumba dénonce justement l'État colonial, dénonce les conditions dans lesquelles on a traité les Congolais pendant toute cette période, dénonce aussi la période léopoldienne. Et alors, on a vraiment l'impression qu'il y a un parallélisme entre ces deux discours. Et alors, ce qui est assez étonnant, on a l'impression que le roi Philippe actuel a essayé d'une certaine façon de réconcilier Lumumba et avec son oncle, le roi Baudouin, comme vous le savez, à partir du 30 juin, lorsque ce discours a été prononcé, on a assisté véritablement à une rupture entre les deux et qui a conduit à l'assassinat de Lumumba plus ou moins quelques mois après. Et donc c'est vraiment un discours révolutionnaire et qui était visionnaire et qui était avant-gardiste malheureusement et que personne n'avait compris encore à ce moment-là. On n'était pas prédisposé à pouvoir écouter ce genre de discours. Il faut bien aussi se rendre compte qu'il y a aussi une évolution au niveau de la Belgique. Ce discours, maintenant, il est entendu en Belgique parce qu'il y a eu évolution de l'opinion publique depuis les événements aux États-Unis. Donc, on a vu qu'au niveau belge, on commence maintenant à accepter, à se remettre en cause par rapport à ce passé, et puisque ce passé a été ignoré, oublié, et même, des fois même, caché pour ne pas être même enseigné, par exemple, dans les universités, enseigné même dans l'école secondaire ou primaire. Vous pouvez poser la question à n'importe quel jeune Belge, il vous dira, il ne connaît rien par rapport à la période coloniale. C'est à peine qu'il se souvient que le Congo était une colonie belge. Et donc, tout ça, je pense que vraiment, en revisitant ce discours, on va bien se rendre compte que, effectivement, il était avant-gardiste. Et Chris Bervoet, vous êtes d'accord? Donc un discours avant-gardiste. Est-ce qu'aujourd'hui, ça change en Belgique? Est-ce qu'on va pouvoir passer à autre chose, comme le demande Catherine Coquery-Vidrovitch sur ce plateau? Est-ce qu'on enseigne justement cette histoire maintenant dans les écoles en Belgique est-ce qu'on enseigne ce discours de Lumumba? Je crains que non. Hein. Le roi a dit dans son discours plusieurs fois on va se concentrer sur le futur, on regrette le passé, on tourne la page, on va se focaliser sur le futur. Mais moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que on doit réécrire l'histoire coloniale. Hein. On doit le faire dans un esprit décolonisant. Hein. Et on n'a pas fait ça. Et le discours du roi ne va pas dans cette direction. Je trouve que le passé, comme le professeur Kabamba dit, devrait être assumé et enseigné, hein, mieux connu. Et le roi aurait pu être beaucoup plus explicite aussi sur la personnalité de Lumumba. Il l'a mentionné, mais on est à 10 jours de la restitution de la dent de Lumumba. Je trouve que l'hommage, hein, il aurait pu être un hommage beaucoup plus explicite sur la personnalité iconique de Patrice Lumumba. Le roi a raté une possibilité importante. Alfred Toumba, Shango Lokolo, oui, vous allez réagir. Juste expliquer un petit peu là-dedans, expliquer un peu les circonstances de cet assassinat et puis ces tortures. Il a été torturé, Patrice Lumumba, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas bien l'histoire du Congo. Oui, d'accord. Après son arrestation à Tessville, donc là, nous sommes en 1961. 61. Il est transporté de Kinshasa avec Maurice Mpolo jusqu'à Elisabethville. Là,
il est livré aux autorités provinciales du Katanga et il est torturé et puis amené devant le peloton. On tire, on les élimine tous les trois et puis on découpe en morceaux et on les met dans des lacides pour dissoudre leur Pour dissoudre leur corps. Avant cela, il y a un des bourreaux qui arrache une de ses dents comme trophée. Et jusqu'il y a quelques années en Belgique, au moment où justement le dossier est ouvert pour le procès, ce monsieur, avant sa mort, a reconnu effectivement de tenir la dent de Lumumba qu'il avait arrachée et que donc, voilà, comme la famille de Lumumba biologique le demandait, il fallait leur restituer cette dent. Et donc c'est cette dent qui va être restituée dans une dizaine de jours en RDC. Exactement. Et c'est important, ça. C'est tout à fait important, surtout pour sa famille, qui voudrait justement faire définitivement le deuil de Lumumba. Et puis, c'est assez symbolique aussi pour la République démocratique du Congo. On a créé Lumumba héros national en 1966, Mobutu, à cette époque-là. Et que donc maintenant, on va lui offrir une sépulture à Onaloa, dans son village natal. Je crois que c'est vraiment quelque chose de symbolique. Hein. Catherine Cockry-Vidrovitch, pour parler des réparations, est-ce que la Belgique doit effectivement aller plus loin en termes de réparations financières? Alors, la question est de savoir quel type de réparation financière, pour qui et pourquoi. C'est ça qui est très compliqué. Ça a été fait dans beaucoup d'anciennes puissances coloniales, ou pas coloniales, mais responsables, par exemple, de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a eu un certain nombre de grandes firmes états-uniennes qui ont vécu de l'économie sucrière de l'esclavage, qui ont apporté de très fortes sommes pour soutenir, par exemple, l'éducation, les bourses d'étudiants ou d'enfants noirs américains qui en avaient besoin. Mais c'est très difficile c'est quasiment impossible de trouver qui est responsable de quoi et qui a besoin de quoi. C'est d'une façon générale, comme disait notre collègue, la colonisation belge et ses horreurs ont pesé sur l'ensemble du pays. Et l'ensemble du pays en a souffert, alors plus ou moins. Et donc, au Brésil, si vous voulez, l'idée a été de consacrer des sommes particulièrement importantes pour les catégories sociales défavorisées de la population, disant que finalement, les défavorisés, c'était en général des descendants des esclaves. Et que par conséquent, on ne se trompait pas beaucoup en favorisant les défavorisés. Donc ça demande tout un travail effectivement de définition de la cible. Oui. Alors que ça la concerne, en tout cas la Belgique, la France ou encore l'Allemagne, comment tirer les leçons du passé pour construire l'avenir? C'est tout de même ça aussi la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on va vers une réconciliation entre la Belgique et la RDC? On va écouter Alexandre De Croo, le Premier ministre belge qui accompagne le roi de Belgique en RDC. Il a évoqué la question de la souveraineté de la RDC. On l'écoute. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Bob Kabamba, là il parle de l'avenir bien sûr, hein, le Premier ministre belge. C'est un discours. Est-ce qu'il y a des accords de défense en jeu aujourd'hui entre la RDC et la Belgique? On sait que ces accords avaient été rompus, me semble-t-il, par Kabila. On peut employer le terme exact par Kabila. Et lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, en fait, il a réactivé les différents accords de coopération en matière sécuritaire. Et vous devez savoir aussi que présentement, il y a quand même 25 militaires belges qui sont présents sur le sol congolais et qui sont en train de faire ce qu'on appelle une remise à niveau des troupes qui avaient été formées il y a quelques années. Il faut souligner aussi sur cette question-là, lorsqu'on aborde effectivement la question de l'intégrité territoriale, là, ça va être interprété comme
un appui de la Belgique au Congo contre ce que le Congo considère comme une agression du Rwanda. Et certainement, je suis sûr que dans les jours ou bien dans les semaines à venir, du côté rwandais, ils ne vont pas nécessairement prendre ça de bon cœur et qui vont certainement avoir à remettre ça entre les relations entre la Belgique et le Rwanda. Mais alors, sur cet aspect des choses-là, c'est aussi en lien avec les populations de l'Est. Le discours de l'intégrité, c'est aussi par rapport aux populations de l'Est qui souffrent justement de cette situation de l'insécurité et qui attendent un signal, qui attendent un message fort de la Belgique pour justement les soutenir dans le cadre surtout du conflit qui est naissant entre le Congo et le Rwanda. Chris Bervoet, est-ce qu'effectivement, on sait qu'il va se déplacer, le roi Philippe, il va aller dans le Kivu, donc pas loin de cette zone justement où il y a une guerre depuis 25 ans avec des exactions qui sont commises. Est-ce qu'il va pouvoir s'engager en faveur finalement de la RDC et contre le Rwanda? Parce que là, c'est un peu ce qu'on a ressenti dans ce discours, même s'il n'a pas cité le Rwanda. Effectivement, c'est très important, la phrase qu'il a prononcée, parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens avec un potentiel d'explosivité régionale qui dépasse le Congo. Je pense aussi que le fait qu'il visite Bukavu est très important. Le fait qu'il va parler avec le Congolais commun, avec les victimes. Hein. Il a déjà parlé aujourd'hui avec la société civile, le mouvement féminin. J'espère que le reste de sa mission va nous donner quelques exemples de le roi qui écoute les victimes et qui amène ça en Belgique comme témoignage. Donc ça me paraît extrêmement important. Alfred Toumba-Shango, Loko. Alors évidemment, le Rwanda dit que c'est une guerre interne à la RDC. C'est la façon dont ils se défendent. Kagame, il va aller voir le docteur Mukwege, d'ailleurs, ce week-end, le roi Philippe, pour parler justement de ces victimes d'exactions. Qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement de la Belgique ? Alors, il y a déjà un pas qui a été franchi dans la formation des militaires. Ensuite, cette étape symbolique de Panzi, est une étape importante. C'est un signal fort parce qu'au fond, dans l'entendement de beaucoup de Congolais, il y avait cette crainte, en fait, la relance du M23 à Goma. Donc le groupe rebelle, c'est ça, prétendument soutenu par le Rwanda. Par le Rwanda, exactement. C'était une manière de vouloir saboter la venue du roi et d'ailleurs même la venue du pape, puisque le pape a décidé de se rendre à Goma. Et que donc, là, c'est un signal fort pour dire, et le roi l'a d'ailleurs évoqué, le droit de défendre l'intégrité de son territoire par la RD Congo, et que la Belgique allait appuyer toutes les initiatives diplomatiques pour résoudre ce problème. Et en même temps, je crois, et c'est là où est la sagesse du roi, de dire, oui, il faut trouver des réponses régionales, c'est-à-dire des responsables politiques de la région pour essayer d'éviter l'embrasement de toute la région parce que ça serait beaucoup plus compliqué. Est-ce que la Belgique pourrait être à l'origine d'une sorte de... devenir une sorte de médiateur dans un processus peut-être un peu plus multilatéral sur cette question du Kivu? Je ne pense pas que la Belgique puisse s'impliquer davantage parce qu'il y a aussi les contentieux avec le Rwanda lors du génocide, même si Verhofstadt avait reconnu à l'époque présenter des excuses au Rwanda. Il y a déjà un passif là entre le Rwanda et la Belgique s'était retirée justement. Et d'ailleurs, moi je voulais ajouter... c'est toute la contradiction en fait. Exactement. On attend beaucoup des Belges, mais au final, l'histoire les rattrape toujours. Toujours, exactement. Et moi je voudrais rappeler effectivement que, au fond, pour la Belgique, le Congo compte beaucoup parce que c'est vraiment de manière adventiste que le Rwanda et le Burundi sont devenus des colonies belges en 1925. Mais après la Première Guerre mondiale, c'était des dominions qui étaient placés par la Société des Nations à la disposition de la Belgique. Et au fond, que la grande colonie belge, en dehors de la Belgique, c'était le Congo. Et c'est pourquoi il y a toutes ces visites des rois régulièrement. J'entendais il y a quelques jours, lors des 70 ans de la reine d'Angleterre, dire mais elle a accordé beaucoup d'importance à la France, elle a fait peu de 5 visites en France par rapport à tous les restes des pays du monde. Les rois belges le font en même temps pour le Congo.
Une réaction. Comment tirer les leçons du passé, finalement, pour construire l'avenir? Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans la réconciliation que vous avez évoquée entre le Congo et la Belgique. C'est qu'ils ont eu, sans le vouloir nécessairement, quasiment un siècle de vie commune. Il y a une histoire culturelle, il y a des liens très importants. Il y a beaucoup de Congolais qui sont en Belgique. Il y en a un certain nombre qui sont devenus belges. Il y a un certain nombre de Belges qui ont vécu au Congo. Vous avez toutes des réalités culturelles et familiales très importantes. Et on ne peut pas faire comme si elles n'avaient pas existé, ou dire ça ne compte pas, ça compte beaucoup. Je pense que ça compte évidemment pour les Belges, mais ça compte aussi pour... Est-ce qu'une page est tournée, cela dit, aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'une page est tournée avec cette visite? Dans ça, cette relation l'histoire le culturelle. dira, mais une page n'est jamais tournée. Hein. Ils essayent de tourner une page, de se réconcilier, c'est déjà beaucoup, de rétablir des liens qui n'ont jamais vraiment disparu, en réalité, ne serait-ce que par l'ensemble des Congolais dont les descendants sont toujours en Belgique ou réciproquement. Donc ça ne disparaît pas. Alors savoir comment ceci va pouvoir s'aménager, progresser dans le futur, c'est le futur qui le dira, et c'est la volonté à la fois des Congolais et des Belges, de le faire dans l'entente, dans les échanges, et pas dans la subordination ou comme ça a été le cas l'exploitation. Bob Kabamba, un mot justement sur... C'est une réconciliation aujourd'hui qu'on vise entre les deux pays. Est-ce que cette visite de 6 jours tout de même du roi va aboutir à une sorte de nouvelle étape dans cette réconciliation? Oui, ça va aboutir à une nouvelle étape, et encore, ça va aboutir à une nouvelle étape, mais il faut bien se rendre compte que par rapport aux relations entre la Belgique et le Congo, il y avait déjà des piliers qui existaient avant, notamment le pilier le plus fort, qui était le pilier économique. Malheureusement, depuis quand même plusieurs années, on sait que ce pilier économique n'est plus en Belgique, mais il est maintenant du côté donc, de la Chine. De la Chine. Et donc, du côté de la Chine, effectivement. Et donc maintenant, ici, par rapport à ces relations, il faut les construire différemment, sur d'autres bases. Alors, pour illustrer cette autre base, je vais juste utiliser 2 chiffres, et avec 2 périodes différentes. En 1960, au Congo, on avait plus de 100 000 Belges qui vivaient au Congo. Aujourd'hui, actuellement, en Belgique, on a plus de 100 000, on va dire, Belges d'origine congolaise qui vivent en Belgique. Et donc, il y a possibilité, comme d'ailleurs le roi lui-même l'a souligné dans son discours en mettant l'accent sur la diaspora congolaise qui est présente en Belgique et qui participe à la création et à la création des richesses en Belgique. Donc, il y a possibilité de pouvoir construire des ponts sur ça. Et autre chose aussi... Ça ressemble un petit peu à ce que voulait faire Emmanuel Macron, hein, d'utiliser la diaspora... Sur la diaspora qui peut être un pilier important pour consolider justement les relations entre les deux pays. Par ailleurs aussi, nous savons que la Belgique n'a plus les moyens qu'ont les nouveaux partenaires congolais comme la Chine ou bien comme les États-Unis ou bien comme d'autres encore. Mais la Belgique peut accompagner en fait le Congo dans toute une série de secteurs, notamment le secteur minier, notamment le secteur de l'environnement qui a été aussi souligné en disant bah oui, la Belgique peut aider justement le Congo à pouvoir être, par exemple, ce pays solution contre le réchauffement climatique. Et dans ces rôles d'accompagnement, que l'on peut retrouver finalement un partenariat entre les deux qui ne sera plus non plus fondé sur un partenariat économique avec des rapports et qui seraient des rapports centre-périphérie, mais en accompagnant, on serait dans une dynamique beaucoup plus égalitaire que ce qu'on a connu auparavant, à l'époque par exemple de Mobutu ou bien à l'époque de Kabila, père et fils. Oui, mais il faut penser aussi que nous sommes maintenant dans une ère de mondialisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de rapport entre la Belgique et le Congo, il s'agit de la place du Congo dans le monde, de la place de la Belgique dans le monde et de leurs relations articulées par rapport au monde. Donc c'est vrai, c'est peut-être vrai que historiquement parlant, c'est
compte tenu de sa petitesse, c'est la Belgique qui est perdante dans cette mondialisation par rapport à la place du Congo. Je n'en sais rien. Chris Bervoet, vous voulez réagir justement? On ne peut plus régler les problèmes belgo-congolais en regardant simplement les deux partenaires. Ça n'est plus comme ça. Chris Bervoet, vous pouvez réagir? C'est vrai que la Chine a supplanté largement la Belgique, en tout cas, hein, en ce qui concerne toute l'économie, et en particulier dans le Katanga, là où il y a toutes les richesses du Congo. Oui, bien sûr, la Chine est là. La Chine est le premier dans un peloton large de plusieurs nouveaux partenaires, et c'est important. Le monde est devenu multipolaire. Mais je veux quand même aussi insister sur la croissance en importance des institutions multilatérales africaines. Moi, je crois en ça. Moi, je crois que l'Afrique va se prendre en charge, et j'ai vu autour du Congo un intérêt multilatéral qui s'est construit et qui a réussi, par exemple, en 2013, de neutraliser la M23 et qui a pris en main la reconnaissance du processus électoral en 2018, fin 2018, début 2019. L'Afrique en tant que telle a exigé une appropriation sur le problème congolais, qui est un problème africain, et je ne peux que applaudir ça. Je pense que c'est très important. Donc on doit quand même relativiser le rôle d'un pays comme la Belgique. Vous voulez conclure? C'est une note d'espoir, en tout cas, sur la possibilité justement de régionaliser ces problématiques pour aller vers la paix, en tout cas dans le nord. La problématique de la paix est déjà régionalisée. Hein, toutes les structures de la région et pourtant, il n'y a pas la paix pour l'instant. Mais la difficulté est, mais d'ailleurs on l'a vu, non seulement ici, mais même aux Nations Unies, personne n'ose nommer le Rwanda comme le pays agresseur. Et quand on sait que le Rwanda s'est brouillé, enfin Kagame s'est brouillé avec tous les chefs d'État de la région, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et maintenant de la RD Congo, on sait qui est le facteur de trouble. Quand on sait qu'en 2000, le Rwanda et l'Ouganda se sont battus à Kisangani, dans le nord de la RD Congo, on se rend compte effectivement que c'est un facteur perturbateur. Qu'à cela ne tienne, la région s'est emparée de cette question et est en train d'essayer de trouver une solution pacifique. De toute façon, Tshisekedi lui-même, quand il a pris le pouvoir, il a enclenché cette diplomatie de la paix. On va voir justement quels vont être ces résultats. En tout cas, vous avez l'air de dire que ça va vers une réconciliation, en tout cas entre la Belgique et la RDC, que cette visite du roi des Belges, qui dure donc jusqu'à dimanche en RDC. Merci beaucoup Catherine Cockry-Vidrovitch d'avoir été avec nous. Merci à vous Alfred Touba, Shango Loko. Merci Bob Kabamba d'avoir été avec nous en direct de Kinshasa. Et merci à vous Chris Bervoet. Vous étiez avec nous en direct de Gand en Belgique. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.